Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Veuillez m'excuser par avance si toutefois à des moments je bug ou je pars dans une autre direction. Effectivement, en ce moment, on travaille ici dans la radio Anthropocène et il est possible qu'à des moments je sois peut-être un peu flou. Mais je vais donner mon possible en vous amenant en Chine. Donc mon titre, c'est Adaptation architecturale through un vide anthropocène, le cas chinois comme point de départ empirique. Comment imaginer demain si le monde que l'on construit peut nous détruire ? En quoi le concept d'anthropocène interroge-t-il l'architecture ? En quoi l'impact des activités humaines sur la Terre nous force à repenser ce que l'on construit ? Loin des considérations anthropocènes, les humains s'adaptent tant bien que mal à leur environnement fragile depuis des millénaires. Aujourd'hui, l'architecture du monde entier subit une pression de plus en plus forte. Elle s'approche de chacun des environnements. On saisit de plus en plus fortement l'habitabilité fragile du monde. On assiste de près ou de loin à l'explosion démographique des villes, les changements climatiques, les pertes énergétiques, la raréfaction des matériaux, la pollution dans l'air, la montée des eaux. Tous ces phénomènes sont autant d'enjeux que de contraintes pour les humains et pour l'architecture. Nous n'avons jamais été modernes, comme l'annonçait il y a bien longtemps Bruno Latour. Les idées d'un monde innovant de l'époque et de demain se doivent de changer. Nous devons de relire l'histoire des idées et des actes. Voilà ce que l'on se dit bien souvent ici à l'école urbaine de Lyon. Aussi, je vous propose de présenter l'adaptation architecturale through un vide anthropocène, c'est-à-dire, si je traduis le mot en anglais, une adaptation architecturale qui est à la fois à travers, dans, à cause de et grâce à l'anthropocène, pour y essayer d'y rajouter un petit peu de légèreté face à ce phénomène qui nous touche tous. L'année dernière, j'ai présenté dans mes 5 premiers cours publics l'élan urbain chinois à l'heure de l'anthropocène. J'ai abordé la complexité du pays et de son processus d'urbanisation massif et impactant. J'ai établi le parallèle entre l'évolution des villes en Chine et sa relation avec l'augmentation de la population, de son énergie créatrice et son impact indéniable sur l'environnement. Nous avons pu découvrir l'impact des processus sur les matériaux, les techniques de construction et les ressources, jusqu'à dépasser, si je peux me permettre ce parallèle, le grand bond en avant avec la grande accélération de l'Anthropocène, l'avènement du béton et la démultiplication des grands clusters urbains chinois connus. Cette année, je vous propose à titre expérimental de prendre en considération ce qui est déjà là, ce qui est déjà construit. Je vais donc parler des signes d'adaptation de l'architecture bâtie en Chine, le territoire que j'ai le plus apparenté ces 16 dernières années. Donc le premier cours portera sur ce qui est déjà transformé par l'homme, pour l'homme, les logements et principalement les Lilong de Shanghai qui furent mon sujet de thèse. Alors, avant de partir directement sur les enjeux du cours et finalement toute la conceptualisation, j'ai pris cette image comme point de départ pour vous amener un petit peu sur ce questionnement chinois et cet intérêt sur l'architecture, sa transformation, l'expérience et finalement l'ethnographie urbaine. On se retrouve dans une scène tout à fait banale, disons-le, potentiellement à Shanghai ces 30 dernières années. On est en 2018, on est dans les 8 îlots de l'Est à Shanghai qui sont détruits. Les Lilong, qui sont ces quartiers qui ont été construits dès le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, comprenaient la totalité de la ville de Shanghai, pour les logements pratiquement, et en majeure partie, avec la réouverture économique, ils sont détruits, démantelés, déconstruits, les matériaux. Et voilà, je me retrouve face à mon sujet de thèse que je connais par cœur, comment on déconstruit, comment ces bâtiments se sont construits à travers des matériaux qui sont faits pour être démantelés, déconstruits, réutilisés. L'architecture chinoise avait cette idée de base qu'entre les briques, il y avait un mortier souple qui faisait qu'on pouvait récupérer toutes les briques et déplacer le bâtiment s'il était détruit. Et là, on passait souvent devant ce mur qui
qui représente toutes les traces de l'histoire de cette ville plurielle qu'est Shanghai, la révolution culturelle. Vous remarquez Mao qui est là, posé dans cette poubelle d'un chiffonnier qui vient d'être arraché au mur, qui est ce vide juste ici, un des tableaux de la révolution culturelle qui avait été repeint et enduit de plâtre suite à la mort de Mao, avec la réouverture et Deng Xiaoping. Finalement, cette trace-là était en train de disparaître. Et en rigolant avec une chercheuse, on dit ah bah écoutez, c'est marrant, un jour on pourrait le récupérer ce mur, il suffit de le découper, d'enlever les briques derrière, d'arracher un bout de béton et de le transporter ici ou ailleurs. Et de se dire que finalement tout ça n'a pas d'importance, mais que l'objet de l'histoire qui a fait que ce mur et cette peinture de Mao peut être peinte par un des plus grands experts de la peinture de l'époque, qui était complètement ignoré et qui est très dur à retracer, eh bien, il était possible à ce moment-là de partir d'une blague et de laisser faire. Et en disant ça, avec tous les acteurs qui étaient sur place, en pleine ethnographie sur ce quartier, de connaître les gens qui sont en train de militer contre les évictions forcées, les habitants qui sont encore ici, qui connaissent parfaitement leur quartier, la société de destruction qui est sur place, les personnes du gouvernement, du comité de résidents, tout le monde se connaît, on se connaît, puis là, en fond, vas-y, fais-le, t'as qu'à le récupérer, toi, tu peux le faire. Et effectivement, en laissant faire les choses, en se projetant dans cet imaginaire, on s'est retrouvé à enlever les briques qui étaient derrière ce mur en béton, ne garder qu'une fine couche qui était la trace ce qui m'intéresse, sur lequel je peux expertiser, c'est d'où vient ce lieu et quelle est la trace derrière ce mur-là, et d'en récupérer un morceau de mur. Alors pourquoi partir de là ? Eh bien parce que cette image, elle montre cette complexité, elle va montrer tous les réseaux, toutes ces interférences qu'on peut avoir dans l'architecture. Ici, on a encore le gaz qui est là parce qu'il y a des familles qui sont en train de se battre contre les évictions forcées. On a derrière les grands ensembles, ces tours de 30 étages qui vont faire que, en quelque sorte, le plan voisin de Le Corbusier a été appliqué à grande échelle sur l'entièreté du territoire et des mégalopoles chinoises sur les villes anciennes. Et donc, c'est faire comprendre que ce vide subit une pression. Et donc, pour entrer en matière et pour interroger finalement ce vide, pour moi, l'idée est d'interroger tous les humains qui bricolent ou bousculent la construction, en allant des architectes à tous les fabricants d'espace que nous sommes au quotidien. Que pourrions-nous fabriquer avec ce que nous avons ? Que pourrions-nous faire avec ce qui arrive dans nos environnements proches ou lointains ? Que pourrions-nous faire avec ce qu'il nous reste ? Pour s'interroger, je vous propose de repartir dans la vieille ville de Shanghai, pour essayer de voir des réactions à travers, à cause et grâce l'Anthropocène. Ces interventions existantes que je vais vous montrer sont reliées ensemble et sont reliées avec ce que nous vivons ici et ailleurs. Il ne faut pas prendre le cas chinois comme quelque chose d'exotique, même si malgré tout, à chaque fois, on va faire ces allers-retours. Il s'agit de lectures qui vont permettre finalement des ouvertures. Donc ici, on se retrouve devant Shu In-lo de Katia, une photo de Katia Kniazeva, une chercheuse historienne c'est une image issue de son ouvrage Shanghai Old Town. Il s'agit des restes du jardin de Chen Suoyu. On est en plein centre de Shanghai et ce bâtiment date de 1592 et il est bâti non loin du Yu Garden à Shanghai, qui est un lieu emblématique de la vieille ville. Car au XVIe siècle, Shanghai va se développer sous les Ming. Le village appelé Rudu monte les premiers murs d'une ville qui va devenir Shanghai qu'on connaît aujourd'hui. Mégapole mondiale, avec aujourd'hui plus de 24 millions d'habitants. Entre-temps, les Mandchous ont pris Pékin. Lu Shixiong, un des descendants de Chen Suoyu, le premier propriétaire qui avait ce jardin, va monter une librairie que vous voyez encore à l'écran. Un mur imposant séparer la bibliothèque du reste de ce que l'on appelle aujourd'hui la vieille ville. Ce lieu, qui hébergea plusieurs générations, dont Guo Junlun, qui vivait là encore en 1948 jusqu'à aujourd'hui, traverse deux révolutions, une guerre. Il échappe au coup de massue de la révolution culturelle, en arborant sur son mur des peintures de propagande. Ce morceau de bâtiment persiste au milieu d'un vide qui ne cesse d'être en tension entre l'augmentation de la population, la croissance de la pollution et la pression immobilière. Au-dessus de lui résident 30 étages de possibles investissements immobiliers, 30 étages minimum de possibles logements. Qu'observe-t-on aujourd'hui de ce qu'il reste ? Nous sommes en 2018. Cette photo est prise au moment où le bâtiment est protégé et décidé d'être gardé comme bâtiment historique. Guo Junlun vit encore à l'intérieur de ce logement-là, qu'elle investit au quotidien.
Le bâtiment, comme vous avez pu le voir ici, va évoluer à travers les siècles. Ce qui est très intéressant de remarquer finalement dans des lieux qui vont être écartés finalement d'une histoire ou d'un intérêt certain, comme figés dans le temps, vont se retrouver confrontés aux éléments d'un vide ou d'une nature qui elle-même va rentrer à l'intersection avec la ville. On voit que comparé aux toitures environnantes ou comparé à l'architecture qui est tout autour, personne n'est allé gratter le mur pour arrêter le lierre de pousser. Personne n'est allé arrêter le temps d'un toit qui est en train de s'affaisser. Personne n'a arrêté le temps d'une charpente qui est en train de se briser. Et donc là, on rentre dans cette idée, comme l'image qui illustrait ce cours public et qui était malgré tout assez faussée pour ce que je vais vous en donner, c'est que finalement, l'histoire du bâti ancien, ou voire même du patrimoine, comme on le verra plus tard, est hautement traversée par une contemporanéité chinoise qui est telle que, effectivement, on est en plein centre-ville, la nature a repris son droit, elle est couverte de fruits qu'on peut même retrouver à l'intérieur du centre avec des fougères qui sont là. On voit la charpente qui est en train de s'effondrer, que la propriétaire, à chaque fois qu'un morceau tombait, mettait de côté en espérant qu'un jour, elle puisse enfin le reconstruire en faisant intervenir des écoles d'architecture, des experts, en se disant et en protégeant ce joyau, en disant à l'écart de tout intérêt, c'est la seule manière dont ce lieu pourrait être protégé. Elle n'a jamais voulu que ce bâtiment devienne monument, parce que monument amenait d'autant plus d'intérêt. Et donc, les arbres ont pris place sur la nature, sur l'architecture. L'architecture va faire corps avec les racines d'un monde végétal, va faire corps avec la moisissure, avec les champignons, avec la pollution, avec la poussière et avec tout ce qui est décrépit autour de ce bâtiment. Si bien qu'on y retrouve même une grenouille. Alors c'est marrant parce que c'est en préparant ce cours que je suis retombé sur ces photos où je me suis dit que ça illustrait bien une entrée en matière. Des animaux. Donc elle vivait ici, elle avait encore son petit espace avec différents objets de son quotidien. Et ce quotidien-là, à l'annonce de la récupération du gouvernement pour la préservation de ce monument et qu'elle allait lâcher finalement ce moment où elle gardait ce joyau en se disant vers quel possible va-t-il aller, eh bien elle va partir et là elle ouvrait de nouveau son espace. Car toute architecture, tout espace dans une ville est un espace qui va être partagé avec une diversité d'acteurs, une diversité d'humains, jusqu'à une ouverture qui va devenir collective et qui finalement le monde peut y rentrer. On a toujours cette altérité dans les espaces et on y reviendra sur la question et la notion du vide. Si bien que, oui, elle met en scène son logement, elle l'a mis en scène pour des magazines qui venaient prendre en photo ces belles images qu'on voit à travers le monde entier sur qu'est-ce que la Chine ancienne, mais bien sûr ça c'est poussiéreux et c'est plus du tout ce qui se passe, car à l'heure d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique personnage qui est ici assis, on se croirait dans un ancien film chinois, mais pas du tout, la réalité est tout autre. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère, c'est un Key Opinion Leader. On est face à un influenceur qui fait des millions de vues et qui est ici parce qu'il va avoir 1 million de vues parce qu'il est rentré dans la librairie, l'ancienne librairie Ming de Shanghai. Donc il est en train de se recoiffer, il est là avec son ami, ils ont des boules à facettes, ils se mettent pieds nus. Chen Duoyu est complètement choqué par cette scène, à voir des gens qui vont se mettre pieds nus, à se prendre en photo, et ils vont s'interroger, et pas s'interroger du tout, ils sont là pour faire des photos, les photographes prennent cette image-là, et on se retrouve dans cette diffraction temporelle où tout espace ouvert à un moment ou à un autre va laisser passer la contemporanéité qui s'y produit. Et ils sont là, ils s'amusent, ils rigolent, ils se prennent en photo et effectivement, ils font le buzz sur Internet et rentrent dans ce monde virtuel qui va rendre tout un aspect différent au vide. Effectivement, malgré cette confrontation qui n'était pas vraiment agréable avec Chen Duoyu, l'idée c'est de poser la question de qu'est-ce que finalement ce vide que l'on partage et comment et jusqu'à quelle limite doit-on rester ouvert à des possibles dans l'espace pour avoir une réaction avec ce qui se passe à l'extérieur, et notamment avec les agents, on va dire, qui transforment notre environnement. Donc le vide. La conception du vide en Chine est un concept ancien qui ne peut plus porter le même sens. Le vide est surchargé depuis des millénaires. Faire le vide, au sens propre comme au sens figuré dans l'architecture, est bien différent aujourd'hui. Nous sommes bien plus stimulés par les réseaux et l'agencement du monde contemporain, au sens figuré, téléphone, internet, ordinateur, transport. Au sens propre,
un peu comme eux finalement. Au sens propre, le vide est rempli d'ondes et de particules, induites, transformées, voire fabriquées par l'homme. Les microparticules telles que les solvants, les ondes électromagnétiques, les lumières. En effet, l'Anthropocène est l'ouverture disciplinaire et nécessaire pour les architectes. Le vide apparaît de plus en plus important et saturé par l'impact des activités humaines, comme l'étudient les chimistes de l'air de l'Hirse-Lyon avec Christian Georges et sa doctorante Roland Verma, les études de micrométéorologie, les îlots de chaleur comme au CETIL, à l'INSA, l'apport des écologues avec le vivant, les études rurales, car effectivement on se rend compte que tout espace en plein centre-ville est directement relié aux questions alimentaires, comme on essaie de l'aborder. Au fur et à mesure des années, nous sommes capables de ressentir les phénomènes annoncés, bien que l'échelle semble encore insaisissable des bouleversements que nous traversons. En bref, dans le vide, on commence à connaître l'odeur des solvants, de la poussière. On discerne l'impact du réchauffement dans les villes, les espaces verts et les forêts. On observe la raréfaction des animaux, des insectes. En d'autres termes, dans l'espace que l'on pense construire et contrôler se bouscule dans celui-ci l'imprévu d'un monde entier et de manière irréversible. Le vide dépasse les murs qui constituent les espaces que nous rêvons contrôler. D'un point de vue historique, le sens philosophique du vide en Chine a une longue histoire. Depuis les royaumes combattants, avec le Zhuangzi, du philosophe qui porte le même nom, qui a été écrit entre le 5e et le 3e siècle, et comme le rappelle Romain Graziani, quelque chose qui nous permet de comprendre le vide d'une manière taoïste. C'est-à-dire, selon Romain Graziani, le vide des taoïstes façon charpentier, Qin, serait la suivante. Pour faire un ouvrage parfait, il faut se vider de tout contenu, toute image extérieure subie. En d'autres termes, selon la philosophie taoïste, pour trouver le besoin, il faut devenir disponible, vacant et ouvert. Dans ce livre, le charpentier, qui se retrouve à une situation où quand il va vouloir construire sa bâtisse, se retrouve avec son fidèle et va vouloir faire le vide dans la nature et en lui-même, parce que c'est ce qu'il va vouloir faire pour trouver finalement l'arbre nécessaire à sa construction. Dans le chapitre 4 du Zhuangzi, intitulé « Dans le monde humain », le charpentier et son apprenti passent devant cet arbre centenaire impressionnant aux yeux de l'apprenti que le charpentier ne daigne pas regarder et dit « C'est du bois sans valeur. En tant que navire, il coulerait bientôt. En tant que cercueil, il pourrirait bientôt. En tant qu'outil, il se briserait bientôt. En tant que porte, il laisserait échapper sa sève. En tant que pilier, il apporterait l'infestation. C'est un arbre sans talent et sans valeur. C'est précisément parce qu'il est si inutile qu'il a vécu si longtemps. » Ce discours annonce bien le besoin du charpentier d'être à un niveau d'attention entre besoin et environnement. Le charpentier va donc faire le vide et comme l'analyse finalement à nouveau Romain Graziani, le charpentier va se vider de tout contenu, toute image extérieure subie pour faire un ouvrage parfait. Ici, la vision et la leçon taoïste dépassent ma lecture pragmatique et utilitariste. On se retrouve, avec ce que l'on connaît aujourd'hui du vide et de l'Anthropocène, dans un vide, dans une ambivalence où cette notion-là est à la fois un vide prescripteur et effectif. Un arbre en moins dans la forêt, c'est une nouvelle charpente qui soutiendra des générations sous un toit, dans un environnement bâti pour soutenir une autre vie que celle de l'arbre. Le maître voit ce côté pratique d'un arbre et précise l'inutilité pour l'homme d'un arbre qui a vécu plus que lui. Cette notion du vide, comme le précise un autre chercheur qui est Jean-François Bitter dans son analyse et ouvrage, peut prendre une toute autre ampleur si on l'aborde dans la question, on va dire quasi spirituelle, de rentrer sur le fait que le sage paraît vide comme le ciel parce qu'on ne discerne en lui aucune idée préconçue, aucune ambition, aucun projet, ni même aucune intention quelle qu'elle soit. En d'autres termes, la relation entre la terre et les cieux se dépasse par le vide. Aussi, attendons-nous à ce que, comme le résume très bien Romain Graziani, dans l'usage du vide, essai sur l'intelligence de l'action de l'Europe à la Chine, ainsi vouloir, ce n'est pas
pouvoir, et pouvoir, ce n'est plus vouloir. En d'autres termes, il défend qu'il n'y a pas de but à atteindre, le vide est lui-même une capacité de projection. Et cette capacité de projection évolue. Car faire l'ascèse du charpentier face aux enjeux de déforestation est délicat. Faire le vide en suivant les idées taoïstes, c'est délicat, avec les agents contemporains et les surstimulations anthropocènes. En Chine comme ailleurs, la réinterprétation de ces concepts est rarement une réalité tangible pour chaque habitant. Les maîtres feng shui d'aujourd'hui, que l'on trouve dans toutes les grandes mégapoles, ne peuvent pas ignorer l'épaisseur d'un air qui est bien souvent dans les grandes métropoles, comme à Lyon, devenu pollué et parfois néfaste pour la santé. Si nous étendons cette notion à l'aune de l'Anthropocène, nous pourrions réinterpréter ce que François Chung énonce en parlant de peinture. Le vide n'est pas quelque chose de vague ou d'inexistant, c'est un espace dynamique qui agit. Il est à la fois silence et résonance, c'est un espace, pouvons-nous dire, de potentialité, d'action, d'émergence. Et sans le vide, la peinture ne peut agir, ne peut être une présence. Ainsi, en architecture et dans notre vie, le vide est constitutif de l'espace. Il passe par l'usage, par sa mutabilité. L'espace ne se fabrique pas par les murs, mais avec le vide, son usage, sa potentialité, son contrôle pour un besoin. Les murs y jouent un rôle, bien sûr, la charpente également, la nature également. Le vide est ainsi un concept et un volume qui épaissit et évolue. Afin de le regarder, maintenant on va partir dans les côtés des exemples, après avoir fait cette petite introduction sur les enjeux d'un vide qui peut nous aider dans la conception taoïste ou dans la conception chinoise, mais qui au point de vue occidental c'est pareil, on a une véritable transformation de cet enjeu lui-même qui est toujours en évolution et en réadaptation. Eh bien, pour l'observer et pour faire ce premier cours de manière introductive, je souhaiterais juste vous ramener finalement dans cette question du quotidien et peut-être même dans quelque chose qui m'a beaucoup touché au cours de mes recherches et de mon travail, ça va être l'invention du quotidien de Michel de Certeau, où l'homme ordinaire invente grâce aux arts de faire des ruses subtiles, des tactiques, des résistances, il va détourner les objets, les codes, se réapproprier l'espace et l'usage. Donc comment vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses ? Voilà un peu en quelque sorte les idées fondatrices du travail de Michel de Certeau que je vous propose d'étendre au mieux vivre notre relation avec les effets et les impacts des êtres humains. Car si on le regarde d'un point de vue de Certeau, cette scène est tout à fait un rituel, on va dire, d'une communauté. On est à l'entrée d'un des lits-longs que j'évoque depuis tout à l'heure, qui est en fait ce passage qui va vous permettre de rentrer dans un système d'allées et d'impasses qui va réunir environ 600 habitations juste derrière ce porche. On est dans la rue. Eh bien, une famille se marie et va faire exploser 1500 pétards pour faire partir les bons esprits et amener les bonnes augures. Effectivement, on se prépare au Nouvel An chinois et c'est ce qui se passe normalement dans toutes les grandes villes. Eh bien, ce phénomène-là fait que l'espace, l'architecture, fait que bien que chacun soit dans son logement, va entendre, sentir, comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, la question de faire exploser des pétards à l'heure d'aujourd'hui est remis en question et ne se produit plus dans les grands centres urbains pour des raisons justement de pollution que la Chine s'attelle à prendre dans ces grands mouvements, on va dire à partir de 2030, attendons cela, jusqu'en 2060, mais qui en tout cas commence à induire des transformations. Ceci dit, toutes ces populations qui ont vécu dans ces quartiers sont constamment confrontées et étaient constamment confrontés à cette réaction de l'extérieur qui va perturber leur chambre, leur cuisine, leur salon et leur quotidien. Donc c'est un bruit pour des mariages, c'est l'odeur des pétards, c'est des relations avec l'au-delà. Et c'est une relation avec l'au-delà qui est traditionnelle, où là on rentre dans les idées des rituels de Michel de Certeau, et que là encore je vais vous proposer d'aller encore un peu plus loin, se dire que dans chaque espace il y a plus qu'une hétérotopie de Foucault. Là on rentre dans une réalité tangible, où quand on dessine un cercle blanc au sol, on rentre dans l'au-delà et on va parler, on va pouvoir transmettre à travers cette porte des éléments aux morts, et donc on le fabrique ça dans l'allée de votre logement juste en face de chez vous, et on a finalement cette porte où l'au-delà
existe sur le pas de votre porte et votre relation aux ancêtres, elle est là. Et si vous brûlez une maison, vous l'envoyez à vos défunts à cet endroit. Et effectivement, c'est des rituels qui sont au quotidien dans des espaces et qui sont permis. Donc la question de mettre le feu dans un quartier, brûler une étoffe, un rituel, effectivement, est connu de tous. Mais l'intérêt par rapport à tout ça, c'est de réussir, malgré des phénomènes qui tendent à vouloir réduire l'impact d'activités comme celle-ci qui peuvent être considérées comme déroutantes ou salissantes ou gênantes, existe dans cette possibilité d'aller vers un autre monde, un autre lieu. Ce qui est très intéressant, c'est finalement ce vide dans les espaces des Lilongs qui est un espace partagé, transitionnel, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous voyez ces pots, les pots de fleurs qui sont ici, où on va avoir à chaque fois des nouveaux habitants qui arrivent dans ces quartiers-là. Ils étaient des quartiers de transition entre, on va dire, les campagnes et la ville, entre des migrants, comme on les appelle, les personnes qui vivent en dehors des territoires urbains et qui ont un RUCO qui a un enregistrement de la résidence du monde rural, va se retrouver dans cet espace très citadin et continuer à avoir un savoir-faire qui est celui de la campagne et continuer à mettre des œufs dans des pots pour faire pousser les oignons ou l'ail qu'il va faire pousser. Car aucun espace, même le micro-espace, est utilisé. C'est un lieu où on va retrouver les enterrements, les religions, des rituels qui vont être hybrides et qui vont se mélanger avec les vices des uns et des autres, parce que c'est un espace collectif, parce que c'est un espace ouvert, parce que c'est un espace où on va y retrouver aussi bien, écoutez, toutes les dieux guanines et effectivement les réserves d'alcool de l'alcoolo du coin. C'est un lieu, quand on va se retrouver dans les espaces interstitiels, où on va pouvoir se jouer du code et se jouer des autres, et avoir la capacité de sortir d'un espace réglementaire pour y fabriquer un autre espace, est aussi une force à l'heure d'aujourd'hui. C'est un lieu dans lequel on va pouvoir y trouver toujours, et on y trouvera la nourriture, les commerces, les autres, les minorités, les plantes qui se transmettent, qui vont être utilisées pour, il y a une plante qui va se mettre à pousser ici, c'est une belle de nuit, on y récupère des graines et on va les retransmettre ailleurs. Et en même temps, dans ce vide-là qui arrive à cet endroit finalement de la présentation que je souhaite à venir, c'est aussi également un vide de mémoire. Un vide de mémoire qui, ici on est à côté d'un quartier qui s'appelle 1933. Ces logements sont des logements en bande où on va avoir des habitats qui étaient fabriqués pour une seule famille. On est dans un quartier assez pauvre, 4 unités d'habitation étaient ici, séparées par 2 murs coupe-feu, fabriquées avec une hybridation où ces normes-là venaient des Britanniques de l'époque après le grand incendie anglais, fait que on a ces murs coupe-feu qui permettaient à une communauté que s'il y avait un incendie, ensuite on pouvait arrêter le feu entre les 2 murs et on pouvait laisser. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans les anciens quartiers japonais qui ont été bombardés par les Japonais en 1932 et une bombe arrive ici, explose les familles, les gens qui restent vont continuer d'y habiter et vivre tout ce qui en a suivi derrière sur l'avènement du communisme, l'arrivée de Mao. Seuls quelques logements, à travers une autre bombe qui là était bien plus grande, qui a fait exploser 2 arêtes de poissons, ont permis de se dire on va y faire une opération de relogement et on va passer de 4 mètres carrés par habitant à une moyenne de 10 mètres carrés par habitant à l'intérieur du logement. Et voilà le résultat des familles qui ont été relogées dans un logement plus décent, dans un espace collectif. Et tout ça est en confrontation perpétuelle avec, vous voyez, cette nouvelle ligne d'horizon qui est ici. Toute personne habitant dans ces lieux-là va réagir avec son environnement et va réagir avec sa nécessité. Toutes les fenêtres qui sont là sont des réactions face à des phénomènes qui étaient un phénomène de problème de respiration qui se développait avec les maladies respiratoires qui ont été revalidées pendant le SARS. Toutes les personnes qui habitaient, toutes ces personnes qui vivaient à l'intérieur des combles, qui habitaient dans des espaces très restreints, ont eu la possibilité d'ouvrir des fenêtres pour aérer l'espace. Tout le reste était des extensions informelles datant de l'époque de Deng Xiaoping, qui, au moment de la réouverture, a dit « Pour améliorer vos conditions de vie, vous pouvez fabriquer de l'informalité sur les logements et dans les espaces dans lesquels vous vivez. » Et ces fenêtres, par exemple, sont devenues un exemple d'ouverture, de réaction, de besoin. Effectivement, on a quand même besoin d'avoir un peu d'air pour respirer de manière générale de la lumière.
si bien que c'est rentré même dans un système normatif. Une réaction à un besoin face à un phénomène extérieur qui transforme la structure existante et qui va rentrer dans un système de normes. Quelque chose qui va être constamment en réécriture. Donc en quelque sorte, l'architecture s'adapte. Elle va s'adapter d'une certaine manière collectivement et on va se retrouver dans un espace qui, malgré le fait qu'on va y ramener une individualité, là on n'est plus dans la librairie de Xu Yinluo où les plantes sont venues d'elles-mêmes et qui ont complètement pris le dessus sur le logement. La moisissure n'attaque pas les murs, c'est un habitant qui collectionne les plantes et qui n'a pas la place à l'intérieur de chez lui, qui va les sortir au fur et à mesure sur le pas de sa porte. Et ce pas de la porte et cette prise de place qu'il va faire au quotidien est confronté perpétuellement au passage, à la projection dans le vide de personnes qui se déplacent d'un point A à un point B. Et qui vont concrètement, juste là, regardez, j'ai l'impression d'y être et ça me fait presque plaisir d'aller à Shanghai, de pouvoir me glisser entre cette poubelle, aller rincer mon balai et ensuite me glisser dans les ruelles qui sont derrière. Elle a pile la taille, au fur et à mesure il les coupe et cet élément-là il est collectif car dès que quelqu'un a une plante supplémentaire, eh bien qu'il n'a pas la place chez lui, qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, il va le mettre, il va l'installer à l'intérieur de cet espace-là. Si bien que cette relation de don et d'échange, cette relation finalement d'enchevêtrement constant dans l'espace va faire que ça devient collectif. On ne peut plus forcément se plaindre sur le fait qu'il va laisser ces plantes toujours qui dépassent. Et ça, moi j'appelle ça d'une certaine manière une prise de place, comme l'appelle Michel Husseau, qui pour moi est une appropriation d'une théorie que j'appelle avec plaisir celle du paillasson, qui va relier constamment le dedans et le dehors. La théorie du paillasson que je vais vous expliquer, c'est concrètement quoi ? Vous êtes chez vous, vous avez votre dedans, vous avez votre dehors, le dehors est a priori collectif et vous êtes dans cet espace-là, vous posez un simple paillasson. Des gens vont y passer, mais le paillasson, on va le respecter, on n'y marche pas, et puis il y a un objet qui va commencer à indiquer une territorialisation qui répond à cette notion de intérieur-extérieur systématiquement. Et dès que vous faites ça, finalement, si vous êtes dans un lieu encombré, l'espace va pouvoir se développer. Vous pourrez laisser vos chaussures à côté, un pot de fleurs, une petite table, un petit élément. Et puis au fur et à mesure, l'espace va prendre jusqu'à en arriver à ce superbe espace qui n'est autre que finalement une récupération totale du trottoir et une fabrication d'une cuisine supplémentaire d'été sur l'espace public qui n'est autre qu'un morceau de rue. Et qui s'étend, par exemple, ce monsieur qui est ici, celui-là, par exemple, j'ai pu le suivre toutes ces années, à voir au fur et à mesure, installer ses achalandages au fur et à mesure devant sa maison pour réussir à en sortir et à réussir à complètement fabriquer un espace supplémentaire, comme si la rue et sa maison avaient toujours commencé à ce niveau-là de la rue. Ce qui est intéressant par rapport à, finalement, ces développements-là et cette internalisation des espaces extérieurs, où finalement ce spillover, comme on dirait en anglais, ce retournement, c'est que finalement, constamment, on va être confronté avec ce qui va se passer dehors. Et on ne peut ignorer tout ce qui va arriver de l'extérieur. Et d'une manière systématique, ce que je trouve très intéressant sur cette nécessité ou cette qualité de l'architecture qui peut avoir cette notion d'un dehors dans un dedans, c'est qu'elle va pouvoir être toujours en réaction avec les éléments de ce vide anthropocène que j'évoquais tout à l'heure. Un vide qui, comme le montre bien ce petit schéma, tout simplement qui sous-entend que le gouvernement, bien sûr c'est un espace aussi politique, la rue qui va développer des bannières en expliquant devant votre maison quand tout est propre, effectivement la communauté est bien plus heureuse. Et donc on voit cette superbe scène où cette femme du réparateur de vélo qui a tout son bordel devant, excusez-moi pour le mot, mais va installer finalement cette relation et ce dialogue perpétuel aussi avec la question d'une réalité sociale et politique qui essaye de s'arranger. Donc les extensions, effectivement, elles vont se passer et ça va être toujours finalement des lieux de débat entre votre propre individualité et votre relation à l'espace collectif et où est-ce que vous allez dans ce vide qui est un vide qui est bien plus grand que celui qu'on imagine. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière un mur, qu'est-ce qu'il y a sous votre sol, qu'est-ce qu'il y a là derrière et comment finalement on va construire ça. Eh bien voilà ce
ce qui faisait partie des études. Ici, on se retrouve dans un système où les familles s'agrandissent, on monte des étages, on rajoute des étages et on va grignoter sur les espaces supérieurs des logements pour accueillir les différentes générations. C'est un lieu où, quand on se retrouve finalement dans cette problématique de manque d'espace, où on va se retrouver, comme je le disais, dans un rapport entre le dedans et le dehors, et cette altérité constante fait qu'on devient finalement des bricoleurs nés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils connaissent la toiture, ils y sont montés, ils connaissent toutes les charpentes, ils ont vu tous les logements des voisins. Ils savent ce que c'est qu'un environnement dans lequel ils ont en quelque sorte prise dessus. C'est-à-dire que ce que je veux vous montrer à travers cette architecture comme un cas de réflexion sur notre potentiel à travers l'Anthropocène, c'est quelles sont les architectures sur lesquelles nous avons la possibilité d'apprendre et d'interagir avec ce que nous vivons. Donc connaître les toitures, c'est ce que m'indiquait SPP en me disant « Ah bah tiens, je vais t'expliquer comment est fabriquée ma charpente, monte dessus, tu arrives ici, je vais te montrer où est le joint avec le poteau et la proue, je vais t'expliquer comment on a monté cette fenêtre, pourquoi on l'a fait, oh bah là on a eu un problème d'inondation, tu sais que maintenant qu'il y a la pollution, on n'a qu'à le feutrer cet espace-là. » En bref, ils réagissent de manière systématique. Mais dans le fond, c'est quand même le vide, un problème d'espace. C'est un problème d'espace collectif dans une ville qui va, d'année en année, rajouter des millions d'habitants jusqu'à cet arrêt en 2015 de se dire que les villes chinoises devaient avoir une limite, ce qui n'existait pas jusqu'à la fin de Hu Jintao, qui disait les mégapoles chinoises n'ont pas de limite d'expansion, on peut aller jusqu'à le nombre de millions que vous voulez. Ils ont arrêté à 24-25 millions, rejeté une partie de la population des centres urbains, mais on est quand même passé de 9 millions à 24 millions en l'espace de 30 ans. La ville a détruit une majorité de ses logements et on est passé de 4 mètres carrés par habitant à environ 19 mètres carrés par habitant à l'intérieur des logements. Donc tout ça a un impact. Et tout ça fait que ces espaces-là changent et on est face à un manque de place qui était déjà existant, qui faisait déjà des débordements dans la rue, qui allait du commerce au logement, votre logement qui sort à l'extérieur dans la ville. Et vous êtes toujours dans cet espace où, par exemple, le fait de sortir du linge de son logement avait deux valeurs. La première était de sortir son linge parce qu'on n'a pas la place à l'intérieur, mais aussi parce que dans leur conception, pour eux, laver du linge, c'est le mettre à l'air pur, comme ils le sous-entendent. Chose qui évolue et qui évolue avec l'odeur, avec la pollution, avec les voitures qui sont venues perturber ces changements. Et c'est un manque de place parce qu'à l'intérieur, effectivement, beaucoup de familles ont déménagé, beaucoup ont sous-loué, beaucoup ont transformé. Donc on se retrouve vers une accumulation qui n'est pas qu'une accumulation d'histoire, mais une accumulation d'objets. L'Anthropocène fait que dans n'importe quel quartier ancien, même des quartiers relativement pauvres, on est dans des systèmes de classe moyenne, on va quand même avoir une accumulation d'objets qui, à une époque, étaient très précieux et qui ne le seront plus à travers les années, mais qu'on garde. Et qui vont faire que dans une maison où 8 familles habitent ensemble, ces objets se retrouvent dans une des pièces partagées, qui est ici cet espace de réception qui est un joyeux bordel. Ce joyeux bordel peut être plus organisé, où chacun va faire des tas, chacun va y rajouter ses petites couches, quelqu'un va gérer finalement cet encadrement, mais pour ça, il faut avoir un gestionnaire, il faut avoir quelqu'un. C'est ce que fait cette dame qui est normalement assise, pile ici, en train de regarder systématiquement l'espace qui s'est fait encombrer depuis que les voisins sont partis. Cet espace était un lieu de restauration collective où ils mangeaient à 4-5 familles systématiquement qui sont parties, qui ont sous-loué, d'autres personnes vont venir, plus d'intérêt pour la collectivité et au final, ils vont y stocker les objets. Et elle n'a jamais voulu se faire envahir. Pourquoi ? Parce que dans sa projection, le vide se fait remplir systématiquement par l'absence des autres et elle, la manière de combattre ce vide-là, c'est son propre usage. C'est seulement en étant là qu'elle peut réagencer. C'est seulement en reprenant les objets tous les jours, en y touchant, en faisant quelque chose. Donc elle va se projeter dans ce vide. Et plus l'espace va être agencé, plus on va être dans une projection plurielle, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs acteurs qui vont agencer cet espace et ranger. Donc vous voyez par exemple cette scène où là encore on a cette altérité, où on est dans une situation d'ouverture. On va avoir cette capacité collective d'agencer un espace qui va rester, même si effectivement c'est pas hyper bien rangé, je suis d'accord, où on a malgré tout
la présence des autres systématique avec un certain respect d'un espace collectif et d'un combat pour garder un espace vide qui est celui de l'échange, celui de la relation, celui de il faut quand même garder cet endroit où on va mettre 5-6 chaises et on va pouvoir boire du thé s'il pleut. Parce qu'on ne peut pas toujours rester dehors, et bien qu'ils aient installé une belle table devant leur maison. Et bien voilà, trouver cette relation entre perpétuellement cet intérieur et cet extérieur. Des espaces qui peuvent être privatisés ou devenir une maison, et toujours être dans cette notion de débordement. Comme vous pouvez le voir, ou quand on rentre finalement dans le logement, il n'est autre plus simple que si finalement vous ne voulez plus être confronté à la cuisine collective où chacun a son évier, chacun a son robinet, eh bien il leur suffisait de se dire, eh bien écoutez, on va régler le problème. Et ça prend du temps, c'est du bricolage, c'est le temps qui vous apprend ça, c'est si j'arrivais à mettre un évier que j'accroche à ma fenêtre. Certes, c'est pas de l'architecture de grande qualité et effectivement, c'est pas la meilleure des solutions que de mettre un évier pile en haut devant un balcon qui potentiellement va couler chez les voisins. Mais en tout cas, ça invente une notion architecturale pour la population qui y habite, car ils savent ce que c'est que de l'eau qui peut goûter. Ils savent ce que c'est que de faire amener un tuyau jusqu'au premier étage en passant par un réseau collectif, qui n'est pas un réseau collectif, mais qui est un échappement de la collectivité. On n'est pas dans une gaine qui forcément va cacher les choses. Et cette chose-là, d'une certaine manière, a un titre, on va dire, indicatif et d'apprentissage qui n'est pas dérisoire. Et du coup, pour aller vraiment sur cette notion d'intérieur et d'extérieur, ce qui est assez marrant, c'est rien de tel quand même que de faire un cours public où on vous montre des culottes. Et c'est de parler de cet espace qui s'appelle le Tianjin dans ces logements. Dans les Lilong, qui étaient composés de logements qui s'appelaient Shekumen, on avait à chaque fois un espace d'entrée qui permettait aux personnes invitées de rentrer dans l'espace, qui était une cour, qui avait une notion, bien sûr, on va dire, de spirituelle pour faire rentrer un invité face à la pièce de réception. Bonjour, bienvenue. Le maître de maison nous reçoit. Mais en même temps, ce qui avait de très intéressant par rapport à cet espace-là, c'est qu'il avait une valeur, on va dire, environnementale. Il gérait l'arrivée du soleil, faisait que rien n'arrivait de manière frontale et créait un appel d'air qui permettait de ventiler la maison avec toutes les parties hautes et tous les espaces qui s'ouvraient et créer un effet Venturi avec l'arrière de la maison. Un puits de ciel avant, un puits de ciel intérieur. Je le traduis puits de ciel parce que, d'une certaine manière, quand on l'appelle un patio, une courée ou quoi que ce soit, renvoie à cette idée que finalement le vide est bien plus qu'un espace où on va y faire venir le soleil. Effectivement, ça y fait rentrer également la pluie, ça y fait rentrer cette relation, comme je vous le disais, sur la vision, en quelque sorte, du vide taoïste, un lien entre la terre et le ciel, et effectivement, même si, on va dire, philosophiquement, c'est loin d'une réalité, physiquement, ça l'est. Physiquement, ça l'est. Il pleut, il fait froid, on peut ventiler par ici. C'est un endroit qui va fédérer des échanges constamment. Et dans une maison, on a un extérieur. Dans les espaces les plus densément peuplés et dans un endroit qui est fondamentalement urbain. Eh bien, c'est un endroit où on va avoir des habitudes d'extérieur, où on va pouvoir avoir un commerce qui va y stocker des éléments, où on va avoir finalement cette interrelation où vous avez votre chambre ici, quelqu'un va pouvoir le traverser. C'est fini effectivement l'époque où le maître de maison nous ouvre et on rentre et on est reçu et on va passer ce seuil avec toute la scénographie nécessaire. C'est un espace collectif qui va jouer ce rôle-là et interroger la collectivité. Interrogation qui, si je reviens sur l'idée du bricolage et de son perpétuel aspect, c'est que ici c'est une réponse parfaite d'un été qui, en fait, le papy et la mamie qui habitent derrière, en fait, ont une chaise qui est juste à 1,50 m de là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va savoir, par rapport à des voisins qui habiteraient dans une tour ou dans un espace qui est fermé de l'un à l'autre, elle va exactement savoir à quelle hauteur elle va devoir mettre son petit rideau et l'accrocher avec deux petites pinces pour que personne ne la voie quand ils vont traverser cet espace. Au-delà de ce fait-là, elle va toujours être au courant de si les voisins vont faire un feu, si quelque chose va cuire, la notion que ce que Jane Jacobs va critiquer et qu'elle va ramener sur la question et la notion d'interrelation nécessaire avec tout ce qui est à distance de vue, d'odorat, d'écoute, effectivement, va continuer d'exister. Si bien que finalement, à chaque fois que quelque chose va être bricolé, va devoir interroger ces éléments-là.
Avoir un dedans dans un dehors, c'est aussi suivre finalement des éléments techniques. C'est toujours le cas d'avoir finalement ces espaces où on va avoir une partie extérieure, on fait passer toutes les gaines, de l'individualité dans de la collectivité forcée, où chacun a son tuyau, chacun a son compteur, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils ne veulent pas rentrer dans des conflits d'intérêts sur qui utilise plus d'eau que l'autre. C'est bien que chacun a son ampoule, chacun a son petit sac. Et là, on se retrouve dans ce que, généralement, dans le vide, le plus dangereux de ces espaces-là, ou le plus dangereux, on va dire, dans le vide, restera l'inconnu. Si vous fabriquez un espace d'interrelation dans ce vide où vous avez un inconnu qui dépasse l'entendement, vous ne pourrez plus jamais ranger. Vous ne pourrez plus jamais arranger ce qu'il y a autour de vous. Parce que vous ne pouvez plus identifier là où vous vous trouvez et le bordel dans lequel vous vous trouvez. Si toutefois vous jetez quelque chose, eh bien c'est quelque chose de précieux pour quelqu'un d'autre où vous n'allez pas et vous ne pourriez pas. C'est un endroit où finalement les usages vont se multiplier et généralement on va y retrouver des activités qui étaient reliées à, là c'est des migrants qui viennent à peine d'arriver à Shanghai, ça fait une semaine, ils vont continuer à faire toutes leurs activités domestiques dans ces parties collectives, dans ces parties toujours aérées, avoir toute cette gestuelle et toute cette manière finalement d'être en relation avec l'espace extérieur, certes qui est relativement altéré. Je vais devoir boire, effectivement, et un peu d'eau, mais qui va induire, à travers cette relation avec l'extérieur, qui permet finalement aussi une gestuelle. Ce monsieur, lui aussi, ça faisait un mois qu'il était ici, il va faire la lessive. Là, on est dans la cour centrale du logement, donc vous avez passé la première, la pièce de réception qu'on avait tout à l'heure avec les petites chaises, et là, tac, on est dans l'espace qui va se séparer de la cuisine partagée. Là aussi, c'est un puits de ciel, ouvert. Il pleut à l'intérieur, toute la gestion de l'eau, vous voyez, c'est un endroit où ils ont mis tous les éviers. Ce qui est intéressant, c'est pas spécialement qu'ils soient en train de faire la lessive ici, mais c'est de voir finalement la liberté de ces gestes. La liberté de cette transition qu'il va faire entre une vie complètement urbaine dans une ville comme Shanghai, où vous avez vu tout à l'heure avec ces Key Opinion Leaders, où on peut porter des boules à facettes et être pieds nus dans la plus belle ville du monde, eh bien, fait que le migrant qui arrive à Shanghai, qui va trouver un logement qui, certes, n'est pas dans les meilleures conditions, va se retrouver en plein centre et va pouvoir continuer d'apprendre sur qu'est-ce qu'une vie différente dans une mégapole. Ben pourquoi ? Parce que concrètement, plus personne à Shanghai n'essore comme ça. Ce qu'il fait encore, et ce qui est possible pour lui de faire devant sa chambre, comme chez lui en campagne. Comme chez lui, enfin en campagne. La campagne chinoise est un bien autre monde, mais en fait, vous voyez que là, dans cet espace-là, la relation avec le dehors à l'intérieur de ce logement va continuer de porter en lui cette mémoire gestuelle et cette mémoire de transition qui était nécessaire au départ, de se dire que c'était un espace d'entre 1000, d'entre 100, d'entre 10 000, mais qui va permettre cette autre chose, qui s'ouvre, qui monte et qui interroge finalement sur la notion de vide que nous verrons qui est bien plus haut. Ce vide-là, et de manière générale, je vois que le temps glisse, c'est pour montrer à travers la question du vide anthropocène et du bricolage, c'est cette nécessité qu'on a à la créativité forcée d'un espace. Est-ce qu'un espace est capable de porter en lui une réaction et une ouverture suffisamment existante pour permettre des réactions avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, à l'ère de l'Anthropocène. Comme je vous parlais tout à l'heure, cette relation avec finalement les événements extérieurs, la pollution, la gestion des crises, les problèmes de chaleur, les problèmes de densité, etc. Effectivement, le vide est un espace dans lequel va pouvoir se permettre de la créativité, et cette créativité également, elle existe à travers même le fait que le vide qui est produit par ces logements-là, leur destruction
va induire encore un plus grand espace et ramener à ce que je vous ai fait faire en passant de cette petite pièce dans un petit puits de ciel à cette vue périphérique au-dessus des toitures des Lilongs. C'est pour vous remettre dans cette idée que le véritable vide qui est au-dessus de ces logements, c'est 30 étages d'investissement et 30 étages possibles de construction. Si bien qu'on peut se poser la question à l'échelle planétaire et de la on va dire, densification possible, c'est-à-dire qu'on remettrait les 7 milliards d'habitants qu'on multiplierait par 12 mètres carrés et ensuite on les mettrait sur des nombres de kilomètres carrés, toutes ces utopies qui fabriquent un monde en laissant la place au reste. En tout cas, le vide est un espace qui, malgré cela, quand il est à hauteur d'appréhension et de construction ou de fabrication, quand l'architecture est également une invention du quotidien, elle permet d'être constamment dans la créativité. Et là, tout simplement, on finit par cette image qui est celle d'un quartier qui s'appelait Dongse Wanli, qui allait se faire détruire, et le gouvernement de l'arrondissement de Jing'an, au lieu de détruire et de marquer Chai sur chacun des bâtiments, et ça sera l'objet du prochain cours sur la notion, la question du patrimoine et finalement comment des bâtiments persistent et eux s'adaptent à l'évolution du patrimoine en fonction des événements extérieurs. Ici, prévu à la destruction, ils ne le détruisent pas tout de suite, ne sachant pas ce qu'ils vont en faire, ils essayent un nouveau système d'éviction forcée et ils vont juste marquer vide sur chaque porte. Kong, de Kongjian. Et ce qui fait que derrière, ça va devenir un espace qui lui aussi peut devenir un espace de revendication. Et c'est cette image qui vous permet de voir en fait une des Dingzheru, comme on les appelle, ces personnes qui vont utiliser à ce moment-là, quand tout est muré, quand tout est perdu, un espace qui va être entre deux et qu'elle va revendiquer comme étant le sien, comme un espace de revendication politique. Et qu'elle va utilisé pendant 5 ans pour attaquer le gouvernement. Tout ça comme le fait aussi Monsieur Chen pour son logement et transformer son logement. Et tout ça va partir dans des phénomènes où l'espace qui se vide de plus en plus peut devenir un espace qui, s'il reste disponible pendant un certain temps, devient créatif et peut être réutilisé. Merci bien.